Dans le cas d'un financement de projet, les recours en référé ne soulèvent pas de difficultés particulières. En effet, s'agissant d'un référé précontractuel, il intervient avant même que le contrat ne soit signé et donc que des dépenses soient engagées. Le référé contractuel, pour sa part, intervient très tôt dans l'exécution du contrat. Cette période, si elle nécessite l'engagement de dépenses, peut être financée directement par les actionnaires de la société de projet, sans tirage sur la dette. La problématique est différente s'agissant d'un recours en contestation de validité du contrat, qui, comme nous l'avons vu, est un recours au fond, dont la durée peut s'étaler sur plusieurs années. Afin de comprendre les difficultés que le risque d'annulation du marché de partenariat soulève, il faut au préalable exposer quelles sont, en termes d'indemnisation du cocontractant de l'administration, les conséquences que pourrait avoir l'annulation du marché. Dans le cas où un recours en contestation de validité est formé contre le marché de partenariat devant le juge administratif, où ce dernier est jugé recevable, reconnu fondé et où le vice relevé est tel qu'une annulation peut être prononcée par le juge, le titulaire du marché de partenariat se verrait toutefois reconnaître un droit à indemnisation. En effet, si en cas d'annulation du contrat pour illégalité, il n'est pas possible de se fonder sur les clauses d'indemnisation contractuelle pour déterminer l'indemnité à laquelle a droit le titulaire du contrat, puisque l'annulation du contrat a fait disparaître le contrat rétroactivement, la jurisprudence reconnaît toutefois que le cocontractant de l'administration a droit à des indemnités qui se cumulent et dont le fondement juridique est différent. D'une part, le titulaire du contrat peut engager la responsabilité sans faute de la personne publique en usant de la théorie de l'enrichissement sans cause. D'autre part, il peut engager la responsabilité pour faute de la personne publique en raison de la conclusion par l'administration d'un contrat illégal. La somme de ces deux indemnités ne peut cependant excéder le montant initialement prévu au contrat. En cas de nullité d'un contrat, le titulaire du contrat a droit, tout d'abord, à une indemnité sur le fondement d'une obligation quasi-contractuelle appelée l'enrichissement sans cause, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'État dans de nombreuses décisions, voire entre autres l'arrêt du 20 octobre 2000, Société Cité Câble Est. Le cocontractant de l'administration a alors droit, je cite, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. La jurisprudence a précisé ce qu'il fallait entendre par dépenses utiles. Elle admet que le titulaire d'un contrat annulé peut demander à être indemnisé de la valeur non amortie des dépenses d'investissement qu'il a consenties, ainsi que du déficit qu'il a, le cas échéant, supporté à raison de cette exploitation, compte tenu notamment des dotations aux amortissements et des frais afférents aux emprunts éventuellement contractés pour financer les investissements. Toutefois, la théorie de l'enrichissement sans cause suppose réunies trois conditions: l'appauvrissement de l'ancien cocontractant, l'enrichissement de l'administration et l'existence d'un lien entre les deux. Comme le disait le commissaire du gouvernement dans l'affaire Cité Câble Est précitée, l'enrichissement sans cause ne vise pas à réparer le préjudice subi par le créancier en l'indemnisant de l'ensemble de ses charges, mais bien à faire en sorte que l'administration reverse les sommes correspondant au montant dont elle s'est enrichie. Il se peut donc fort bien que cette action ne permette pas au créancier de recouvrer la totalité des sommes qu'il a engagées. C'est la raison pour laquelle la détermination des dépenses utiles donne lieu en général à un abattement. Elle ne permet pas ainsi d'indemniser le manque à gagner ou des bénéfices non perçus. Dans un cas extrême, il a même été jugé que la théorie des dépenses utiles faisait obstacle à toute indemnisation du cocontractant de l'administration dans le cas d'un abandon du projet par la personne publique après l'annulation contentieuse. Dans cette hypothèse, en effet, les dépenses engagées par le cocontractant de l'administration perdent leur caractère de dépenses utiles. Voir l'arrêt du Conseil d'État
du 24 novembre 2006, Madame Malmeza Prat. Enfin, incertaine quant à son montant, l'indemnisation l'est également quant au moment où elle sera accordée, qui dépend lui-même de la date à laquelle sera rendu le jugement et du point de savoir si celui-ci sera frappé d'appel, voire de cassation. Cassation d'ailleurs qui peut prévoir un renvoi au juge du fond. À l'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause, la jurisprudence admet que s'ajoute celle fondée sur la faute de l'administration. Le fait pour l'administration de conclure un contrat illégal constitue en effet une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans une telle hypothèse, le cocontractant pourra prétendre à la réparation de l'intégralité du dommage qu'il subit, et c'est donc l'ensemble des préjudices qui doivent être indemnisés, notamment le remboursement des frais d'offre, et y compris le manque à gagner. Il faut cependant noter que la responsabilité est dans certains cas partagée, car le juge peut considérer que l'illégalité du contrat était connue du cocontractant et que le préjudice qu'il subit trouve donc son origine dans sa propre imprudence. Dans de tels cas, le juge peut limiter, voire entièrement supprimer, la responsabilité quasi-délictuelle de l'administration. Pour une telle hypothèse où la faute de l'entrepreneur est entièrement exonératoire de la responsabilité de l'administration, voir l'arrêt du 10 avril 2008, Société Decaux contre Département des Alpes-Maritimes. La théorie des dépenses utiles permettrait, en cas d'annulation du marché de partenariat, au partenaire privé d'obtenir l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées et donc, en théorie, des passifs ayant servi à les financer, à savoir les fonds propres et la dette. Toutefois, les dépenses utiles supposant par nature un appauvrissement de l'administration, un risque de réfaction demeure, sans même mentionner l'hypothèse d'un abandon du projet. Il est donc difficile aux établissements bancaires qui financent le projet de se satisfaire pleinement de ce mode d'indemnisation qui ne leur garantit pas, dans tous les cas, une indemnisation au moins égale aux encours de la dette. C'est la raison pour laquelle les prêteurs imposent comme condition préalable au tirage sur la dette la purge du marché de partenariat. En d'autres termes, si le marché de partenariat est attaqué par un tiers, le partenaire privé n'a pas accès au crédit lui permettant de financer l'exécution du contrat. Il y a alors une difficulté importante pour le partenaire privé qui, d'un côté, est tenu de poursuivre l'exécution du marché de partenariat, le recours contre ce dernier n'entraînant pas en principe sa suspension, et qui, de l'autre, ne peut pas assumer cette obligation à défaut de ressources suffisantes. Une telle situation peut mener à la résiliation pour faute du marché de partenariat, pour défaut d'exécution et au paiement par le partenaire privé d'une indemnité à la personne publique le cas échéant. Pour éviter cela, et pour permettre la poursuite de l'exécution du marché, plusieurs solutions issues de la pratique ont émergé avant que le législateur ne s'empare du sujet.